Moi, je vais vous parler d'Ocular aujourd'hui, donc qui est le projet sur lequel je travaille. Déjà, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux. Je sais qu'il y a des speakers à l'étage qui sont de qualité et ça fait plaisir d'avoir réuni quand même pas mal de monde. Donc, Ocular, c'est un outil de monitoring. Aujourd'hui, on parle de DevOps et DevOps, c'est bien sûr pas que des outils, mais c'est aussi des outils. Et en particulier des outils qui peuvent servir et aux devs et aux ops. Alors comme c'était le mois de la sortie du nouveau James Bond, j'ai trouvé que le titre était bien, mais j'aime bien les petites black bêtes comme ça, mais bon, pas grave. Alors je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Thomas Ségismond, j'habite à Marseille, je travaille chez Red Hat. J'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi pour un projet open source qui est dans un domaine qui est en pleine explosion, les outils de monitoring dans le monde de la virtualisation, dans le monde d'infrastructure as a service, de conteneurs as a service, de plateformes as a service, c'est des choses qui sont très importantes. C'est un domaine très vivant et j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler là-dessus. Vous pouvez me retrouver sur GitHub, sur Twitter. Et si vous voulez m'écrire, me poser des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur Gmail. C'est tségismond partout. Mon nickname, c'est pas très original, mais bon, ça fonctionne bien. Le programme, je vais essayer de faire super vite parce que je croyais que c'était presque une heure. Après, j'ai entendu que c'était 45 minutes. Finalement, c'est 40 minutes, donc je vais aller le plus vite possible. C'est une question qui a déjà été posée ce matin, mais c'est pas forcément les mêmes gens qui étaient là. Qui est dev dans la salle? Ok. Et qui est ops? Ouais. Bravo les gars. Comme il y a quand même plus de dev et qu'on n'est pas encore dans un monde où il n'y a plus que des DevOps, on va quand même essayer d'expliquer un peu ce que c'est que le monitoring. Je vais faire super vite. Ensuite, je vais vous parler un peu de la plateforme Ocular. Et puis, je vais vous faire une démonstration de Ocular Metrics et Ocular Charts, qui sont deux composants de la plateforme Ocular. Alors, le monitoring, à quoi ça sert? Le monitoring, il y en a qui connaissent déjà ma petite image, je l'aime beaucoup. Le monitoring, ça vous permet d'être la taupe qui voit bien, en fait. Donc, la petite histoire que je raconte à chaque fois, c'est que il m'est arrivé une fois d'être avec une assez vieille voiture, un vieux Scénic d'avant les années 2000, sur l'autoroute entre Marseille et Aubagne. Et puis, d'un seul coup, je perds le rétroéclairage du tableau de bord. Et donc ça, quand on roule la nuit avec une voiture où d'un seul coup, on ne sait plus à quelle vitesse on roule, etc. C'est une vieille voiture, donc le nombre de tours par minute dans le moteur, on arrive bien à l'entendre, mais la vitesse, par contre, c'est difficile à évaluer. Donc le monitoring, c'est à ça que ça sert. C'est à prendre des mesures. Donc les mesures, la première étape, c'est de faire une observation. Et grâce à cette observation, on va pouvoir comprendre ce qui se passe dans notre système. Évidemment, le but de la compréhension des problèmes, c'est de pouvoir prendre des actions a posteriori, parce qu'on a découvert qu'un système était mal configuré ou mal paramétré, ou des actions a priori pour éviter qu'un problème se produise. Si par exemple on arrive, on va rentrer dans un cas pratique tout de suite, si on arrive à détecter qu'un file system se remplit petit à petit, on sait très bien qu'à un moment ça va poser problème pour le bon fonctionnement de l'application. Donc c'est à ça que ça sert les outils de monitoring. En pratique, qu'est-ce qu'on va mesurer? Donc là je viens de parler de système de fichiers, mais la première chose, c'est qu'on va mesurer ce qui se passe sur son réseau, combien de paquets sont envoyés, etc. On va mesurer ce qui se passe sur le système, qu'est-ce qui se passe au niveau des CPU, au niveau des systèmes de fichiers, etc., etc. On va mesurer aussi ce qui se passe dans notre middleware. J'imagine qu'il y a pas mal de développeurs Java quand même s'il n'y a pas que des développeurs Java. Il y en a, oui? Oui, bon, voilà. Donc, vous connaissez des serveurs JBoss, vous connaissez les serveurs Tomcat, etc., etc. Donc, il y a des systèmes de messaging. Donc tout ça, ça expose aussi pas mal d'informations qui peuvent être intéressantes. Le nombre de messages qui sont traités dans un système de messaging, le nombre de requêtes par seconde qui sont traitées, etc. Et puis moi, ce que j'aimerais
vous faire découvrir aussi aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi mesurer sa propre application. Et on peut se servir des outils de monitoring pour mesurer des choses qui sont métiers et qu'on pourra restituer en plus à nos utilisateurs. Donc ça, je vais vous donner un exemple, ça peut être le nombre de réservations qu'on a enregistrées pendant la dernière minute sur un site de vente en ligne, par exemple. Voilà. Donc ça, après, on peut le mettre en corrélation avec un incident de production. Par exemple, j'ai perdu, à un moment, j'ai une dégradation dans ma base de données. Bah tiens, bah oui, je vois que ça a un impact sur mon nombre de réservations par seconde. Donc je vais peut-être pouvoir expliquer à ma hiérarchie que je vais avoir besoin de plus de moyens pour ne pas diminuer la qualité du métier en améliorant mon système de production. Alors un domaine où les outils de monitoring c'est vraiment très utilisé et où c'est en pleine explosion, c'est l'Internet of Things. Donc vous avez tous les petits machins, les petits capteurs de pression, de température, etc. Donc ça, évidemment, eux, ils sont là pour ça, de prendre des mesures et de les envoyer. Vous pouvez aussi enregistrer dans un système de monitoring les résultats de vos tests de charge. Donc ça, JMeter, par exemple, a des connecteurs pour ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir juste un rapport HTML. Vous pouvez enregistrer ça dans votre outil de monitoring et le mettre encore en corrélation avec la mesure du système au moment où vous avez fait le test. Alors, là, on a vu un petit peu les différents outils, les différentes utilisations, pardon. On va essayer de voir un petit peu les différents composants d'un système de monitoring. À la base, il y a un système qu'on appelle le collecteur, qui peut prendre différentes formes. Hein. Donc, si on reprend le cas de l'IoT, bah, c'est votre petit capteur qui sait que la température en ce moment dans la pièce est de 17 degrés, 18 degrés, etc. Sur une machine, ça va être un outil du type Collecdi, où vous allez avoir le programme qui va aller interroger le système de fichiers ProcFS sur Linux pour voir quels sont le nombre de ticks depuis le démarrage de la machine, etc. Dans votre application, ça peut être vous qui maintenez juste un compteur pour dire voilà, je viens d'enregistrer une réservation, voilà. Donc il y a une réservation de plus, etc., etc. Ce collecteur, il peut, alors c'est optionnel cette partie-là, mais il peut réaliser des traitements dessus. Des pré-traitements. Il peut agréger, par exemple, si vous avez une machine avec plusieurs cœurs, vous pouvez vouloir agréger les données d'utilisation de tous les cœurs en même temps et dire sur cette machine, globalement, le CPU, il est utilisé à telle quantité. Donc ça peut servir à faire ce genre de choses. Ou si, par exemple, vous comptez le nombre de réservations qui ont été enregistrées, vous pouvez en déduire le nombre de réservations qui ont été enregistrées dans la dernière minute. Et ça, c'est une donnée qui est plus intéressante à travailler que le nombre de réservations qui ont été enregistrées depuis que vous avez redémarré votre machine. Voilà. Donc là, on va calculer des taux, des rates, au lieu de calculer, au lieu d'utiliser le compteur brut. Donc une fois que cette phase de traitement elle a été effectuée, il faut le stocker quelque part. Donc là il y a différents outils, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une base de données relationnelle, ça peut être un système de fichiers, ça peut être un système dédié au stockage de données temporelles. Donc ça on y reviendra après. Et puis il faut un élément de GUI pour visualiser tout ça et pour que ce soit joli à voir, parce que nous ce qu'on comprend c'est quand même des jolis graphes. Alors, est-ce que ça suffit ? Alors, voilà le genre de choses auxquelles on peut arriver avec... Donc ça, c'est une capture d'écran de Grafana dont je vais faire une petite démonstration tout à l'heure. Alors ça, c'est très bien. C'est visuel, ça permet de voir ce qui se passe réellement, de commencer à réfléchir. Évidemment, il n'y a pas que ça dans un système de gestion de production. Vous n'allez pas rester devant votre machine à appuyer sur F5 pour réfléchir le dashboard de monitoring, c'est pas possible. Personne ne voudra vous payer pour faire ça, quoi. Donc il faut d'autres outils.
Donc on va avoir des outils pour gérer les logs, parce que comme on a des architectures de plus en plus compliquées, on a des logs qui viennent du système, des logs qui viennent du serveur d'application, qui viennent du load balancer, qui viennent du système de messagerie, etc. Donc il faut agréger tout ça et il faut pouvoir l'interroger, le traiter. Vous aurez aussi en production souvent une forme d'inventaire, donc sous une forme ou une autre. Souvent, cet inventaire, si on utilise des outils de gestion de configuration comme Puppet, on l'a à travers la définition des machines qui sont déclarées sur votre environnement de production. Donc l'inventaire, c'est ce qui vous permet de passer de l'étape où vous avez juste une machine et vous faites tout à la main et vous savez que vous n'avez que cette machine-là à j'ai plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers de machines et en fait j'aimerais bien savoir exactement combien j'en ai, combien il y en a qui sont allumées, éteintes, etc. Voilà. Il vous faudra un système d'alerte pour pouvoir vous réveiller la nuit parce que l'application va planter. Et puis il y a d'autres outils, mais ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Alors Okular, j'ai mis des liens comme ça en bas des slides. Mes slides, ils sont sur GitHub. Vous pourrez les retrouver si ça vous intéresse plus tard. Donc vous pourrez aller voir un petit peu le projet, les sites, enfin tous les liens qui sont là. Alors Okular, en fait, c'est le projet sur lequel je travaille. Donc mon équipe chez Red Hat, elle s'occupe de développer un système Okular qui permet de faire le monitoring et le management de tous les produits middleware JBoss. Donc ça va du serveur Whitefly, qu'on appelle JBoss EAP. Ensuite, ça peut être le système de messagerie, ça peut être un Apache, ça peut être plein de choses de ce style. Et donc, quand vous êtes client de Red Hat et que vous avez une souscription pour le support d'un de nos produits, vous avez en même temps accès à des outils de monitoring et management, et c'est notre équipe qui s'occupe de faire ces outils. Donc voilà ce que c'est Okular. C'est une plateforme de monitoring et de management et qui est composée de beaucoup de petites briques. Donc Okular Metrics. Donc ça, Okular Metrics, si vous vous souvenez tout à l'heure du schéma que je vous ai montré sur les composants d'un système de monitoring, Okular Metrics, c'est la partie stockage. Donc Okular Metrics, c'est une base de données de série temporelle, on va y revenir après. Vous avez Okular Alerts, qui est un composant qui permet de définir de différentes conditions sur l'état de vos métriques, mais c'est pas forcément, les données ne sont pas forcément fournies que par métriques, ça peut venir de triggers externes, enfin on appelle ça des triggers, enfin de déclencheurs externes, voilà. Vous avez le Okular Console, donc là, ça c'est vraiment un outil qui est orienté vers le middleware JBoss, où là vous avez une UI complètement intégrée avec une vision de votre serveur Whitefly, ce qu'il y a dedans, les composants qui sont démarrés, comment ils sont configurés, les data sources, les queues de messagerie, les topics, etc. Vous avez Okular Charts que je vais vous montrer tout à l'heure, donc qui permet de prendre les données qui sont stockées dans Okular Metrics et de créer ses propres visualisations. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi Inventory. Inventory, c'est ce qui nous permet de dire que sur une machine donnée, j'ai un serveur Whitefly qui est installé. J'ai repéré qu'il y avait une application qui était déployée à l'intérieur de ce serveur Whitefly. Et en même temps, j'ai vu que sur une machine un peu plus loin sur le réseau, il y avait un serveur Whitefly qui était configuré pour parler avec l'autre serveur Whitefly. Donc on va pouvoir créer comme ça. C'est basé sur une base de données, enfin une GraphDB, une base de données de... Comment on appelle ça? Quelqu'un peut... Comme Neo4j, là, non
Ouais, de graphe, quoi, voilà. Et donc ça vous permet d'établir comme un réseau social des composants de votre production. Et donc ça va nous permettre à terme, parce que là on en est encore qu'au début, Ocular en fait c'est une version remaniée d'un produit, d'un projet précédent qui s'appelait RHQ. Ce que ça va nous permettre de faire, Inventory, c'est de dire, par exemple, si vous avez une base de données qui est en train de ralentir, ou si vous avez un composant réseau qui tombe, c'est pas la peine d'aller alerter la terre entière en disant que tel serveur d'application il peut plus fonctionner, etc. Oui, on le sait, il peut plus fonctionner parce qu'il a plus accès à la base de données, etc. Donc ça permet de faire des alertes, par exemple des alertes beaucoup plus ciblées. Donc c'est un composant super intéressant pour nous. Alors Ocular Metrics, je vous l'ai dit, c'est de base de données série numérique temporelle. C'est open source. Là, vous avez le lien vers GitHub en Apache 2, donc vous pouvez y aller l'esprit détendu. Il n'y a pas de souci, c'est business friendly. Je fais une petite pause là parce que je vais assez vite en fait parce que le temps passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas des fois à m'interrompre si vous voulez des précisions. Les objectifs d'Ocular Metrics, c'est que ce soit facile à utiliser. Alors, facile à utiliser pour tout le monde, pour les devs, pour les ops et pour les machines aussi. Parce que pour surveiller une production, on a plein d'outils, des collecteurs, on en a parlé tout à l'heure. Mais il y a quand même, les ops, là, ils confirmeront, ils infirmeront, mais il y a quand même plein de cas où en fait, ce qui fait la surveillance d'un système, c'est des scripts bash qu'on a écrits à la main. On est allé interroger plein de composants différents ou un système de fichiers par-ci, un truc par-là. On agrège le truc à la main et ensuite on pousse ça quelque part, quoi. Donc l'intérêt d'avoir un truc avec HTTP et JSON, c'est que c'est super facile à la fin de son script de rajouter une petite commande CURL et d'envoyer la donnée directement. L'autre objectif de Ocular Metrics, c'est d'avoir une capacité d'absorption importante, et quand je dis importante, je veux dire très importante. On a certains clients qui ont plusieurs dizaines de milliers de machines et donc ça veut dire quand vous avez des métriques sur le CPU, le file system, le réseau, la machine, l'application, etc. Parce qu'il y a plusieurs choses installées, ça peut être pour Ocular Metrics selon le niveau de composants que vous voulez monitorer, ça peut monter à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de métriques par minute à enregistrer. Voilà, donc ça c'est Ocular Metrics, c'est exactement ça. Ça sert à avaler un maximum de données sans broncher. Les briques, c'est Cassandra. Je vais revenir après sur le choix de Cassandra. Rest Easy, donc c'est écrit en Java, Ocular Metrics, comme à peu près tout le reste des composants. Rest Easy, donc c'est pour exposer l'interface HTTP/JSON, et puis c'est Wi-Fly qui est le serveur qu'on utilise. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Cassandra? Parce que dans Ocular Metrics, on fait beaucoup plus d'écriture que de lecture. Je vous ai dit à peu près le nombre de données qu'on peut s'attendre à avoir enregistrées par minute. Dans un système de monitoring, on va souvent mettre le plus de choses possible parce qu'on ne sait pas ce qui va sauter demain après-midi, quoi. Donc on va tout activer parce qu'on ne va pas dire ah bah oui tiens quand j'aurai vu que tel système a planté et que je ne saurais pas dire pourquoi, je vais peut-être commencer à faire du monitoring dessus. Donc voilà. Donc on active beaucoup de choses, on enregistre beaucoup de choses, mais il y a plein de choses dont on ne se servira jamais. Enfin, il faut espérer. Et l'autre raison pour laquelle on a choisi Cassandra, c'est que c'est une base de données qui n'est pas exotique. Alors je dis pas exotique parce que voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Cassandra ici dans la salle ou utilise Cassandra? Voilà. Alors c'est pas exotique, il y a 4 mains ou 5 mains qui se lèvent. Je dis que c'est pas exotique parce que même si c'est pas extrêmement répandu,
C'est quelque chose c'est une base de données sur laquelle on trouve beaucoup de tutoriels en ligne, il y a beaucoup de documentation pour expliquer comment monter un cluster Cassandra, etc. Donc si vous voulez réussir à faire monter en charge un déploiement Ocular Metrics, vous ne serez pas perdu. Il faut simplement savoir déployer un cluster Cassandra, et il y a beaucoup de littérature là-dessus. Une raison que j'ai pas noté là, mais qui me vient là à l'idée, c'est que il y a d'autres projets qui font du stockage de séries temporelles qui se lancent dans leur propre système de stockage sur le disque. Donc ils ont leur propre format, etc. Alors c'est un avantage, c'est que c'est parfaitement optimisé pour le type de données qui doit être stocké. L'inconvénient, c'est que tout ce qu'il y a dans Cassandra pour la gestion de cluster, pour optimiser les chemins d'accès en écriture, etc., tout ça, ils doivent le réécrire. Et nous, on préférait garder de la force de développement sur autre chose que d'avoir à réécrire une base de données qui est capable de faire ça. Donc adaptable à la charge Ocular Metrics, donc ça on en a parlé plusieurs fois dans la journée déjà. Donc c'est du scale out, c'est-à-dire que quand vous aurez besoin de pouvoir stocker plus de métriques, vous allez rajouter des nœuds Cassandra dans votre cluster. Et si le nombre de serveurs Wildfly qui est devant n'est pas suffisant, c'est pareil, vous pourrez rajouter des serveurs Wildfly. Les serveurs, le Ocular Metrics, la partie applicative qui est déployée dans les serveurs Wildfly, c'est fait avec Reactive Streams et le driver Cassandra qui est asynchrone. Donc en fait, le but, c'est de dire, on va faire quelque chose qui est capable d'absorber énormément de connexions et énormément de données qui arrivent pour pas avoir à déployer 40 serveurs devant le cluster Cassandra, quoi. Normalement, avec juste un serveur ou deux serveurs Wildfly, ça suffit. Au niveau des features, un truc qui était important pour nous, c'était la multi-tenancy. Ça fait encore plus sens si vous commencez à vous en servir pour héberger à la fois des données de votre production et des données applicatives. Donc vous serez sûrement tenté de vouloir séparer les données et pouvoir sécuriser l'accès à ces données. Après, dans chaque organisation, on peut voir ça de la manière qu'on veut. Certains préféreront séparer entre les données qui appartiennent aux ops, les données qui appartiennent aux devs. D'autres vont dire, on va s'organiser par département. Il y a les données de legal, il y a les données de la production, il y a les données des commerciaux, etc., etc. Un petit exemple d'écriture, là, c'est juste une capture d'une requête HTTP. Donc en écriture, vous voyez, c'est pas très compliqué. Un post sur une URL pour enregistrer une jauge. Et donc là, on voit le JSON où on donne l'identifiant de la métrique qu'on veut stocker. Et puis ensuite, on peut donner une liste de points avec le timestamp et la valeur à cet instant. En lecture, pas super compliqué. On fait un get à la place du post et voilà. On a des clients en Java. Voilà, donc encore les URL sur GitHub parce que pouvoir faire du HTTP JSON, c'est bien parce que dans à peu près tous les langages, on peut faire des requêtes HTTP. Et donc, je disais tout à l'heure, même si on a des scripts, on peut facilement utiliser ces URL. Après, quand on doit faire beaucoup d'interactions, c'est quand même pratique d'avoir un client prévu. Donc, on a un client Java. Alors, c'est pas que un client Ocular Metrics, c'est un client qui marche avec d'autres composants de la pile Ocular. On a un client en Python, un client en Go, en Ruby, et puis pour Node.js, on n'a pas commencé, mais c'est prévu aussi. Ces clients, en fait, ils sont utilisés. Je vais aller un peu vite. Ils sont utilisés principalement dans les agents
qui aujourd'hui fonctionne bien avec Ocular Metrics. Donc on a d'abord le Wi-Fi agent, donc ça c'est celui qui va être utilisé essentiellement pour les produits middleware JBoss. Donc là ça va s'installer sur un serveur Wi-Fi et c'est ça qui va analyser tout ce qui est installé sur ce serveur, comment c'est configuré, etc. Et qui va aller enregistrer les métriques exposées par le serveur Wi-Fi. Ensuite il y a Vertex Ocular Metrics. Donc celui-là c'est un sur lequel moi j'ai particulièrement travaillé avec Julien et donc c'est ça qu'on va utiliser tout à l'heure dans la démonstration. Je me dépêche. Et donc vous démarrez donc Vertex c'est un outil pour faire des applications réactives en Java, en JavaScript, en Ruby ou en Python qui sont exécutées sur une JVM. Voilà. Et puis Hipster, je ne sais pas si vous avez suivi ce matin la présentation de Triptych sur Cloud Unit. Ils ont expliqué qu'ils faisaient ils ont montré à un moment une page où on voit le CPU utilisé, la mémoire utilisée par les conteneurs Docker. Donc l'outil qu'ils utilisent, c'est CAdvisor. Et en fait, Hipster, c'est quelque chose qui est développé chez Google et qui permet d'agréger, quand vous avez une production avec beaucoup de conteneurs qui sont déployés, d'agréger les données exposées par CAdvisor. Et donc il y a dans Hipster, dans le repository GitHub de Hipster, il y a un writer, enfin un plugin pour permettre d'enregistrer les données dans Ocular Metrics. Alors, une des choses, je vous ai dit tout à l'heure que Ocular, c'était l'évolution d'un système qui s'appelait RHQ. Et donc, une des choses qu'on a constatées, c'est que notre système précédent, il ne permettait pas facilement d'intégrer les données qui venaient de systèmes de monitoring existants et populaires. Donc là, on a dans Ocular Metrics un système qui s'appelle le Protocol Translator, PTrans, pareil, le lien GitHub en bas, et en fait qui permet de traduire les données envoyées sur un protocole, sur le protocole utilisé par CollectD ou par Graphite ou par Ganglia, et de traduire ça en requête HTTP vers un serveur Ocular Metrics. Donc ça permet de... Lorsqu'on veut, on a déjà, si on veut utiliser Ocular Metrics, mais qu'on a déjà du CollectD de partout dans sa production, et ben ça permet de garder cet existant, de ne pas le jeter à la poubelle, et d'utiliser la pléthore de plugins qu'il y a dans tous ces systèmes pour mesurer des bases oracles, de tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. En termes de visualisation des données, donc nous on peut faire afficher nos données dans Grafana, c'est ce que je vais montrer tout à l'heure. Donc Grafana c'est un logiciel qui permet de faire des dashboards de métriques. Donc nous on n'a pas de connecteur natif de Grafana vers Ocular Metrics pour l'instant. En revanche, Grafana il marche avec InfluxDB et nous on a un translator justement pour le protocole InfluxDB, donc c'est comme ça qu'on le fait marcher pour l'instant. Mais ça va venir, c'est prévu d'avoir un connecteur natif. En visualisation, il y a Ocular Charts dont j'ai parlé tout à l'heure et que je vais vous montrer. Et puis, il y a aussi la Ocular Console dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet donc là, dans les gros centres de production des très grosses entreprises où il y a souvent des gens qui s'occupent d'un type de middleware. Il y a les gens qui s'occupent des bases Oracle, il y a les gens qui s'occupent des serveurs EAP ou WebSphere. Et donc souvent ces gens-là, ils travaillent avec des consoles. Et donc l'Ocular Console, c'est à ça que ça sert. On va faire une petite démonstration parce que là on a bien parlé, mais le temps passe. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai dit c'est facile à installer. Donc je vais vous montrer que c'est facile à installer. Il y a juste une chose sur laquelle je vais tricher, c'est que j'ai pas pris l'archive Cassandra, qui est un simple zip qu'il faut extraire et puis faire start. C'est pas très compliqué. Là je vais tricher. Je vais prendre un outil qui s'appelle CCM qui est installé sur ma machine et c'est un outil de DataStax qui permet
de créer des clusters sur une machine de développement. Alors moi, c'est pratique pour moi parce que ça me permet de faire des tests. Et c'est pratique aussi en démonstration parce qu'on lance un cluster et puis hop, voilà, CCM start. Et puis là, voilà, j'ai un cluster Cassandra qui va démarrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par démarrer Ocular Metrics. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Ocular Metrics, c'était un serveur Wildfly. Donc là, vous voyez, j'ai le zip de l'archive Wildfly. C'est ce qu'on télécharge depuis jboss.org/downloads. C'est un serveur qui n'est pas configuré encore. Donc, vous voyez, je vais prendre l'application, la web app Ocular Metrics REST. Je vais la mettre dans mon répertoire de déploiement. Je peux passer le micro, vous pouvez. C'est pas facile là, sinon. Voilà, vous m'entendez bien là? Bon. Vous posez pas de questions, c'est parce que vous comprenez tout, parce que vous dormez? Non? Bon. Alors, on va démarrer le serveur. Vous voyez bien là dans le terminal, c'est bon? Ouais. Alors, on va aller dans le répertoire la binaries, on va aller dans le répertoire Wildfly, bin, et puis on va démarrer le serveur. Donc, si tout se passe bien, dans 2 secondes, on devrait voir un truc qui devrait dire Metrics Service Started. Voilà, donc là, il est en train de tout démarrer. Voilà, donc là, ça y est, c'est fait. Le service Metrics est démarré. Il est connecté à Cassandra. En fait, par défaut, il utilise les ports par défaut de Cassandra, justement. Le Cassandra qui est là, il n'est pas protégé. Alors, c'est pas sécurisé là comme ça, on est d'accord. Mais quand vous voulez faire un petit essai sur votre poste de dev ou dans un environnement de test, bah, c'est bien pratique. Maintenant, ce qu'on va faire, je vous ai parlé de collectd plusieurs fois depuis tout à l'heure. Tout le monde a compris ce que c'était collectd ou pas? Bon. Alors, on va regarder un peu le fichier de configuration que je vais utiliser. Donc ça, c'est le fichier de configuration de collectd. On voit qu'il nous demande un nom de machine. Donc ça, c'est pour nommer les métriques qu'il va envoyer. Lui, il envoie des métriques en paquet UDP. Et pour nommer les métriques qu'il envoie, il ajoute le nom de l'hôte. Donc soit il utilise le nom de l'hôte qui est défini sur la machine, soit on peut lui forcer un nom ici par le fichier de configuration. Ensuite, on lui dit à quel intervalle on veut que les métriques soient connectées. Et alors là, ce qu'on va faire ici, c'est que on va lui dire d'aller parler un serveur distant. Parce qu'en fait, collectd, même sans Ocular Metrics, on peut l'utiliser pour collecter les machines à un endroit et envoyer par paquet UDP un autre process collectd distant qui, lui, va agréger les données de tous les démons collectd qui tournent sur toutes les machines de votre production et les stocker dans un fichier. Donc là, on va utiliser ce protocole qui est le protocole natif de collectd. On va lui dire de le démarrer et de publier les paquets UDP avec les métriques. Et ce qu'on va lui dire là, c'est de charger le plugin pour superviser la mémoire, le CPU et les interfaces réseau. Voilà, donc là, ça c'est fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va démarrer collectd. Je ne suis pas au bon endroit, évidemment. Oui, pardon. Ah, il le fait que dans un... Ouais, bon, c'est un peu bête. C'est mieux comme ça? Ok. Voilà. Donc là, en fait, j'ai lancé le process collectd. Alors, collectd, ce qui est bien, c'est que sur pratiquement toutes les distributions Linux, il existe des paquets qui sont faits. Donc, je pense que même si vous n'êtes pas Ops, vous avez déjà travaillé avec une distribution Linux. C'est pas sur une Ubuntu. Vous devriez utiliser Fedora. Mais sur une Ubuntu, c'est aussi simple que apt-get installe collectd ou quelque chose comme ça.
Mais là, comme c'est pour la démonstration, je lance le process directement. Là, c'était juste pour lui dire où était le fichier à charger. Et ça, c'était pour lui dire de ne pas se mettre dans le... de pas se démoniser, de pas se mettre en background. Et donc là, ça y est, collectD, en fait, il est en train de collecter les données sur le CPU, la mémoire et les interfaces réseau et d'envoyer les paquets UDP. Donc ça plante pour l'instant, il y a juste un serveur Wildfly qui écoute des requêtes HTTP. Comme c'est des paquets UDP, c'est pas très grave. collecD, il les émet, il n'y a personne qui les écoute. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va utiliser le protocole translator dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce protocole translator, c'est pareil, il a un fichier de configuration. Donc j'ai dit qu'il était capable de faire plusieurs types de traduction. Donc là, nous, on va lui dire d'écouter le service collecd uniquement. Donc là, il écoute sur le port qui est le port habituel de collecd. Et puis bon, après, il y a quelques paramètres pour... bon, ça, c'est des paramètres techniques pour batcher les métriques qu'on envoie à Okular. Donc là, on va faire ça tout de suite. Donc, je vais regrossir encore. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc c'est un FATJAR, un Pétrans, c'est un FATJAR, donc il y a tout dedans. Donc la ligne de commande, j'ai pas une très bonne mémoire. La ligne de commande, c'est aussi bête que ça, java-jar pétrans all.jar. On va lui dire quel est le fichier de configuration. Voilà, donc là il nous dit ça y est, je suis démarré et j'écoute les paquets collecd sur 25826. Et là, par contre, il y a Okular qui est démarré et là c'est déjà en train d'enregistrer les données via Okular Metrics, l'interface REST qui est dans Wildfly, et les enregistrer dans le cluster Cassandra. Et donc maintenant ce qu'on veut faire, c'est visualiser tout ça. Donc pour faire ça, on va démarrer. On va démarrer Grafana. Alors Grafana, c'est pareil, hein, c'est une application web toute bête à démarrer. Mais comme c'est pas un truc que j'ai sur ma machine, là je le fais avec Docker, mais c'est vraiment bête à installer aussi, quoi. C'est pareil, il y a des paquets pour les distributions Linux les plus courantes. Je pense qu'il y en a même pour les exotiques, à vrai dire. Mais, donc, et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire d'exposer le port sur lequel il expose l'interface graphique. Voilà. Donc là, on va le démarrer. Ça va, vous voyez bien? Bon, c'est intéressant, hein, ça. Et donc, on va se connecter à Grafana. Alors, par défaut, Grafana, il crée un utilisateur admin. Voilà, donc ça, c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut expliquer à Grafana qu'il peut se connecter à Okular Metrics. Donc, ce qu'il faut, c'est créer une data source. Voilà, on va l'appeler Okular Data Source. On va refaire la data source par défaut, vu qu'on n'en a qu'une. Ce sera plus pratique. Donc là, il vous dit tous les systèmes de monitoring auxquels il est capable de se connecter. Et je vous ai dit que nous, on n'avait pas encore de connecteur natif, mais que par contre, on avait un traducteur de protocole InfluxDB. Donc on va utiliser ça. Ici, je vais mettre l'adresse de mon serveur Okular. Ah non. Voilà. Alors ça, c'est est-ce qu'il accède, parce qu'avant, Grafana, c'était qu'une appli web, il n'y avait pas de back-end. Donc ça se connectait directement du navigateur vers le système distant. Mais maintenant, il y a un tout petit module back-end. Donc il vous demande comment vous voulez connecter au back-end. Est-ce que c'est en direct ou en proxy? Donc là, on va utiliser en mode direct. Et puis, la database, donc on va utiliser la database par défaut. Voilà. Alors ça, pardon, hop. Tout ça, c'est documenté sur le site Okular. Hein. Ce n'est pas la peine d'essayer de retenir tout ça. Tout est documenté, il y a des captures d'écran. Donc, si vous voulez l'essayer, c'est super facile. Donc là, voilà, on a notre data source qui est créée. On l'a testé, ça marche. Donc maintenant, on va créer un dashboard. Donc, on va créer un dashboard. Combien de temps il me reste encore? J'ai fini là, non?
On va ajouter un graphe. Voilà. Et vous voyez, là, normalement, si je lui dis CPU, voilà, il me dit tout ce qu'il a commencé à enregistrer déjà. Donc là, il y a mon CPU 0, 1, 2. Voilà, donc on va dire CPU user du CPU 2. Et voilà, là, il commence à me dire le nombre de ticks. Depuis le démarrage de la machine. Donc là, je vais quand même essayer de vous montrer la dernière partie, rapidement, très rapidement. Donc vous avez vu, on a fait le graphique, hein, je ne passe pas mon temps à essayer de refaire le super dashboard qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous ferez ça à la maison en exercice, puis vous m'enverrez les captures d'écran. Et voilà. Alors, Ocular Charts, je vous ai dit visualisation web personnalisable. En open source, pareil, Apache 2. Vous pouvez venir les utiliser, l'esprit tranquille, et contribuer. Les briques, cette fois, ce sont des directives en fait en AngularJS que vous pouvez intégrer dans votre application. Pour faire les dessins des graphiques, ça utilise D3JS. Et c'est livré sous forme de paquets que vous pouvez télécharger avec Bower. Donc le genre de graphe que vous pourrez faire, c'est des graphes de disponibilité, comme ça par exemple. Vous pouvez intégrer ça dans votre page d'admin, par exemple, si vous avez une page sur laquelle vous montrez à vos clients que votre service a bien fonctionné ou est-ce qu'il était éteint. Vous pouvez lui faire des graphes de ce style. Vous pouvez faire des graphes multiline, etc. comme ça. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que Triptych pourrait utiliser dans Cloud Unit pour exposer ces données de conteneurs. Hein, je ne sais pas s'ils sont là, s'ils m'entendent. Donc, j'avais prévu une toute petite démo de ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais démarrer une application Vertex. Voilà. Pardon. Voilà, elle a démarré. Alors, que fait cette application ? Là, en fait, cette commande run que je viens de lancer, elle a lancé une application qui est un petit script app.js en lui disant d'activer les métriques Vertex. Donc l'application Vertex ici, donc je vous ai dit tout à l'heure, Vertex, ça permet de faire des applications réactives en différents langages sur la JVM. Donc c'est un peu, là quand on l'utilise avec du JavaScript, ça fait un peu comme Node.js. Et donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai créé un serveur web plus un gestionnaire de requêtes REST. Et mon application, c'est une petite boutique de souvenirs. Donc voilà, l'application, c'est pareil, elle est sur GitHub, vous pourrez la trouver. Donc là, on va aller regarder l'application elle-même. Voilà, donc c'est une application de souvenirs de Marseille en ligne. Donc on va découvrir les différents articles. Donc l'article que tout le monde adore, c'est l'agrandisseur de sardines. Donc voilà. Donc voilà, ça permet d'avoir des très très grandes sardines comme ça. Et donc il y a un client principal qui aime beaucoup cet article, c'est Austin Powers. Et donc comme on a trouvé son commentaire super intéressant, on va cliquer sur le bouton j'aime. Bon là j'ai fait un truc bête, hein, vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez, mais en théorie, il faudrait que chaque utilisateur puisse cliquer qu'une seule fois. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet pour aujourd'hui. Donc là, en fait, quand vous cliquez sur le bouton j'aime, ce que ça fait, c'est que ça appelle le handler qui est ici. Et ça va incrémenter un compteur, là, qui est la variable likes qui est ici. Et puis, ça va retourner sa valeur sous forme de JSON. Donc ça, c'est dans l'appli Angular que je ne vais pas vous montrer là parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Et ce que vous voyez ici en dessous, et ça c'est ça la force du composant Vertex dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on va juste publier sur les ventes bus Vertex sur l'adresse Metrics
un petit bout de JSON qui dit dans mon application souvenir, le nombre de likes, là maintenant, il est de temps. Et on va lui dire que c'est du type compteur. Voilà, donc là, toutes les 5 secondes, l'application, elle va poster sur les vents de bus. Et ce que fait le composant Vertex Ocular Metrics, c'est qu'il écoute ces messages sur les vents de bus Vertex et il va aller les pousser sur Ocular Metrics. Donc là, c'est directement dans votre application. Vous faites votre petit compteur, vous le publiez sur les vents de bus et ça arrive dans Ocular Metrics directement. Donc là, maintenant que j'ai cliqué là-dessus, Vertex a déjà envoyé cette donnée sur Grafana, donc sur Ocular Metrics. Donc si je vais dans Grafana et que je tape app.souvenir, je vois que ça y est, mon compteur il est arrivé. Il n'y était pas tout à l'heure quand j'avais pas démarré l'application. Donc là, j'ai cliqué 8 fois, je crois. C'est ça 7, voilà. Donc voilà, 7. Ah, super. Et puis, donc là, c'est bon, il est arrivé tout seul dans Grafana. Vous voyez, c'était pas super compliqué. Et puis, si je vais dans ma page d'admin, donc là, j'ai fait une page d'admin qui utilise les directives Angular d'Ocular Charts. Et donc là, je vais lui dire que je veux voir les compteurs qui sont stockés dans Ocular Metrics. À quel moment je veux les voir. Et voilà, sur la période, il va me montrer ce compteur. Alors là, évidemment, c'est un cas super bête, hein, je conçois, mais si vous reprenez l'exemple tout à l'heure de Cloud Unit avec les données qui venaient des conteneurs ou le nombre de réservations que vous avez enregistrées sur votre système de réservation de tourisme, et ben voilà, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Je vais juste prendre une dernière minute, si vous voulez bien, pour vous montrer que dans Bower, si quelqu'un, vous connaissez Bower, qui utilise Bower, voilà, quand même pas mal de gens. Donc en fait, là, on a juste dit qu'on voulait Ocular Charts, voilà, c'est tout. jQuery UI, c'est moi qui l'ai rajouté pour avoir ça n'a rien à voir, c'est pour avoir les calendriers qui sont ici pour pouvoir choisir. Mais vous pourrez regarder l'application, elle est sur GitHub. Et dans la page d'admin, donc ça, c'est tout le HTML pour afficher le formulaire. Mais vous voyez, la partie chart, c'est juste cette directive qui est là. C'est juste une ligne. On lui dit Ocular Chart. Les données, c'est ce qui est stocké dans le scope de l'application, enfin dans le scope du contrôleur. Et si je vais dans mon contrôleur, je vois que dans mon scope, j'ai créé une variable chart data qui est vide au début, et que quand on clique sur le bouton update pour faire afficher la donnée, tout ce qu'on fait, c'est créer une petite date de départ, une date de fin avec moment.js, et qu'à la fin, on fait une requête HTTP GET sur Ocular Metrics en lui disant quel type de métrique on veut afficher, quel est le tenant qui est utilisé, le début, la fin. Et puis quand on a la réponse, voilà, on stocke dans Chart Data et on l'a dans notre application. Voilà, donc je suis arrivé au bout, j'ai un peu dépassé, je suis désolé. J'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à m'envoyer des messages sur Twitter si vous aimeriez savoir un peu d'aide pour démarrer. Et sinon, vous pouvez nous trouver sur le GitHub d'Ocular, dans notre channel IRC, et on a une mailing list sur list.gboss.org. Je vous remercie. Et si ça vous intéresse, j'ai quelques stickers aussi de Ocular. Voilà. Merci.